Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 janvier 2025, nouvelle année donc, mes meilleurs vœux à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à tous nos invités. Aujourd'hui, Abel Zendodi, le responsable du site d'information Gakoukoui, est avec nous. Si tout va bien, Bernard Afanoubo nous rejoindra dans cette émission et nous débattrons de l'actualité socio-politique et économique dans notre pays notamment. Nous allons passer en revue le discours du chef de l'État adressé à la nation à la veille de cette nouvelle année, l'année 2025. On va prendre ça en 3 points, notamment les difficultés rencontrées au cours de l'année 2024, les avancées et puis les promesses pour 2025. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit en 2025. Hein? Bien sûr. On s'est juste parlé au téléphone. On s'est juste parlé au téléphone. Bon. Ah, tu m'as posé un faux bon la dernière fois. Bon, nous sommes là. Il y avait un ramba la dernière fois quand même. De toutes les façons, tu vas payer. Rien à faire. Bon, on est là quand même pour servir comme d'habitude et les téléspectateurs nous attendent. Et nous sommes là et c'est pour eux que nous existons. Ils existent également pour nous. Ils nous regardent tous les jours. Et cette année encore, nous allons encore une fois, comme vous le savez, servir loyalement. Et comme le disent si bien nos amis les militaires, partout où besoin sera, et également les fonctionnaires qui ont également Toi, tu es plus qu'un militaire, puisqu'on te trouve toujours dans les villages. Tu n'aimes pas comme nous, tu n'aimes pas la ville. Tu vois un peu, bon, c'est un peu comme les militaires, tu vas dans un coin où tu ne peux pas imaginer, tu trouves... Non, mais c'est en cela quand même que nous pouvons marquer la différence. Parce que si nous sommes tous concentrés, restés donc à Lomé, ou bien dans nos grandes villes, on ne saura pas ce qui se passe dans les contrées les plus reculées. Et nous, notre credo, c'est d'aller vers les milieux reculés. Et c'est ce qui fait que tous les week-ends pratiquement, bien chaque semaine, nous faisons quand même l'effort maximum d'aller une zone, une localité, voilà, reculer de nos villes pour voir, pour toucher du doigt la réalité donc, de ces milieux. Donc il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Et bon, on l'a toujours fait et cette année encore, ça sera pareil. Mais ça n'empêche pas quand même que nous soyons toujours prêts, nous soyons toujours disponible à servir. Bernard est déjà là. Bernard, bonjour. Bonjour. Je rappelle qu'il est le responsable du site d'information Togo Daily. Bernard, bonjour. Bonjour Merci Anita. D'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Ouais. Mes meilleurs vœux. Mes vœux réciproques. J'espère que vous allez bien. En forme. Pour la petite histoire, Bernard était de la maison quand les enfants grandissent un peu, ils veulent quitter la maison, mais bon, il revient de temps en temps. Eh bien, comme annoncé, je le disais, le chef de l'État à la veille de cette année 2024 avait adressé son message à la nation, un discours qui sera débattu dans cette émission en 3 points essentiels. On va partir avec le premier point qui concerne les difficultés traversées durant l'année 2024. Je ne sais pas si c'est Abel ou David qui va nous permettre de suivre cette vidéo. On y va. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun d'entre nous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant,
le risque de guerre commerciale s'est accru, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à notre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mon autre grande préoccupation concerne, vous vous en doutez, la crise climatique. Celle-ci affecte durement notre activité agricole et contribue à accroître l'insécurité alimentaire. En effet, moins le climat est prévisible, plus il est difficile pour nos agriculteurs d'organiser leur production. À ces difficultés se rajoute dans la sous-région une situation sécuritaire difficile qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble du Sahel. Guerre commerciale, crise climatique, conflits sécuritaires. Rien n'indique aujourd'hui que 2025 verra facilement disparaître ces difficultés. Voilà, en matière de difficultés, le chef de l'État a énuméré 3 points. Il y a la guerre commerciale, la crise alimentaire et aussi la crise sécuritaire. Nous allons parler d'abord de la crise alimentaire. Abel, quand nous écoutons un peu le développement du chef de l'État, ça veut dire que l'agriculture est un facteur important pour le développement de notre pays. Bien entendu, vous savez que depuis quelques années déjà, à travers plusieurs programmes lancés par donc, le gouvernement, l'accent a été beaucoup plus mis sur l'agriculture, la production agricole, la transformation des produits agricoles et tout. Et donc, le chef de l'État est revenu encore là-dessus. C'est vrai qu'il n'a pas quand même caché la réalité mondiale aujourd'hui qui est liée naturellement à ces conflits, les guerres, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par exemple, le conflit israélo-palestinien et voilà, beaucoup d'autres conflits. Le terrorisme également est un facteur qui empêche vraiment le développement de nos communes. Lorsqu'on parle quand même de l'agriculture, le développement de ce secteur-là, en lien avec le terrorisme, vous ne pouvez pas aller au champ. Donc dans le Sahel, tout est barricadé, tout est bouclé, les zones sont bouclées, les villages sont pris d'assaut par les terroristes et tout. Et donc les paysans ne peuvent plus quand même aller produire. Donc l'Afrique va souffrir. Et le Togo n'est pas naturellement épargné. Donc le chef de l'État est revenu quand même là-dessus et faire quand même le tour d'horizon, toucher quand même du doigt ces réalités-là, et avant quand même de revenir au pays, décrire quand même ce qui est fait et maintenant dire réellement ce qu'il a pu faire. Puisque ce qu'il a pu faire, on va le voir oui, dans la deuxième partie, voilà. C'est-à-dire les solutions apportées tout ça là. Maintenant, derrière tout ça, il a quand même souligné qu'au-delà de tous ces aspects-là, le Togo avance. Et c'est ce qu'on doit noter, c'est ce qui est quand même important, de dire que, au-delà de tout ça, le pays avance. Parce que nous sommes liés quand même aux autres pays du monde. Le Togo n'est pas un pays à part. Le Togo n'est pas un pays à part. Vous voyez un peu, c'est que le Togo est indépendant, certes, mais dépendons encore d'autres pays plus développés et d'autres pays également dépendent de nous. Tous les pays, en tout cas, on se tient, met dans la main. Donc, ça veut dire que quand les États-Unis sont en guerre économique, bien entendu, avec la Chine, mais ça va agir forcément sur l'économie de l'Afrique, de certains pays d'Afrique, et notamment le Togo et les autres pays, bien entendu. Et donc, le chef de l'État a relevé cela. La guerre en Ukraine, vous voyez que vous connaissez quand même la capacité de production agricole donc, de ce pays-là. Mais si l'Ukraine est en guerre aujourd'hui, ça va agir sur beaucoup de pays et le chef de l'État l'a relevé. Donc, je veux dire tout simplement que nous devons quand même avoir la clairvoyance de dire les choses clairement, telles qu'elles sont bien entendues. Et donc, si nous scrutons un tout petit peu le message véhiculé par le chef de l'État la veille quand même de ce nouvel an, on pourra quand même se dire que c'est un papa
très éclairé qui assure quand Papa, même... très éclairé, on va le dire à la fin quand on aura parcouru les 3 points. Bon, On de toutes verra les façons, s'il est éclairé point par ou pas. point, oui, ben, de toutes les façons, il vient quand même de faire le tour d'horizon, de citer ce que nous connaissons déjà, ce que tout le monde fait, voilà, comme Et dit, il est revenu difficulté. là-dessus. Et donc, il n'a rien inventé, vous voyez un peu. Et de tout ce qu'il a énuméré, ben, vous et nous savons naturellement que des choses pareilles se sont passées et continuent donc par agir, bien entendu, sur le développement de nos pays. Alors, Bernard, il n'y a pas eu que la crise climatique, il y a eu la crise sécuritaire et nous savons ce qui se passe actuellement au nord du pays. Justement, avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de souhaiter mes meilleurs vœux aux téléspectateurs, puisque je suis un peu en retard. Que cette année 2025 soit une bonne et heureuse année à nous tous, surtout la paix, comme le chef de l'État l'a toujours souhaité à tous les Togolais. Le Togo est un pays de paix, donc que cette paix reste dans le cœur de tout un chacun. Merci. Ouais. Bon, parlant de crise sécuritaire, le Togo, nous sommes dans un village planétaire. La crise sécuritaire menace tous les pays, pratiquement tous les pays, surtout au nord du pays. On ne peut pas s'en passer, il faut qu'on le dise. Nos chers vaillants compatriotes militaires sont au front chaque jour pour pouvoir essayer ils n'essaient pas, ils poussent cette crise-là, l'insécurité qui essaie de rentrer dans le pays, ils essaient de pousser les rebelles en quelque sorte pour que les rebelles ne puissent pas envahir tout le pays. Vous voyez, donc la crise sécuritaire n'est pas seulement au Togo, il y a ça dans plusieurs pays. Mais il faut, comme le chef de l'État l'a dit, et la dernière fois, pour pouvoir montrer à ces vaillants soldats qui sont au front qu'il est solidaire avec eux. Le chef de l'État a effectué une visite le 25 dernier pour pouvoir fêter avec ces militaires, pour leur dire que, puisqu'il est le chef suprême de l'armée, donc il a été à leur côté pour pouvoir leur témoigner la solidarité, qu'il est de cœur avec eux, et nous tous, en tant que Togolais, tous, nous sommes de cœur avec eux. Et il faut qu'on prie beaucoup pour nos frères qui sont là-bas, et surtout, ceux qui sont dans les savanes, il faut les exhorter encore à signaler, surtout s'ils remarquent quelques attroupements qui ne sont pas dignes de foi, il faut qu'ils puissent les signaler. Des mouvements qui ne sont pas naturels, justement, qui ne sont pas habituels, juste en même temps, pour que les forces de l'ordre qui sont formées pour ça puissent essayer de démanteler ces réseaux-là pour pouvoir épargner le pays du danger. Merci. L'autre aspect, c'est que malgré les difficultés rencontrées, l'État a mis en place des mécanismes pour soulager les populations, notamment dans le secteur agricole et sanitaire. On y va pour la deuxième vidéo. D'abord, en faveur des populations rurales, nous avons poursuivi l'effort pour renforcer la sécurité alimentaire, œuvrer en faveur de la souveraineté alimentaire et permettre à nos vaillants agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Au cours de l'année écoulée, le budget de l'État a alloué plus de 10 milliards de francs CFA au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. C'est ainsi aussi que l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Pour aller plus loin, j'ai procédé en 2024 au lancement du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton. Cet ambitieux programme permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle
de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année sur l'ensemble de notre territoire. Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière très significative l'accès de nos agriculteurs au marché. Cet effort majeur pour le secteur agricole est essentiel pour l'avenir de notre pays. Au-delà de ces efforts au bénéfice du secteur agricole, une attention toute particulière a été portée au secteur de la santé. En janvier 2024, a été lancé le chantier de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cette ambitieuse réforme concerne en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux au Togo. De même, en 2024, notre pays a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Dans le même sens, nous avons augmenté les efforts de l'État au bénéfice de l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en 2024, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées sur les 7000 classes réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Et ce sont près de 4400 postes d'enseignants qui ont été ouverts au concours national de décembre 2024, portant à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Enfin, comme annoncé ces derniers jours, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la vie chère. Ce plan, vous le savez, comprend une baisse des coûts de transport et un contrôle de prix des produits de première nécessité, accompagné d'un dialogue fructueux avec les importateurs et les grossistes. Par ailleurs, en plus de la prime spéciale de fin d'année, dont bénéficient plus de 150 000 d'entre vous, la réduction des tarifs d'électricité concernera plus d'1 million de Togolais. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures vont dans le bon sens et préparent l'avenir de la même manière que les dépenses sécuritaires garantissent notre indépendance. Voilà, vous avez suivi un peu les mesures prises par le gouvernement pour assister les couches vulnérables. Je reste avec vous, Bernard. On a vu tout ce qui a été pris comme mesure, mais est-ce que ça se ressent sur le terrain? Vous savez, quand on Prenons par exemple dans le domaine sanitaire. Oui, avec l'assurance, avec l'AMU, ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent sur le terrain. Surtout, prenons aussi l'exemple de l'accompagnement des femmes enceintes. Le programme Wezu, qui accompagne plusieurs femmes. Aujourd'hui, vous allez voir que quand les femmes enceintes vont dans nos hôpitaux, ce n'est plus comme avant. C'est visible sur le terrain. Vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, puisque même si vous le faites, les gens vont toujours vous critiquer. Mais sur le terrain, sur le terrain, critique, mais est-ce que ça se ressent? Oui, ça se ressent sur le terrain. Sur le terrain. Si on est les hôpitaux, vous allez voir que les mesures prises par le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, sont visibles sur le terrain. Ce ne sont pas les kits sont disponibles. Justement, ce ne sont pas des paroles en l'air. On les prend facilement. Justement, on les prend facilement. On les prend facilement. Allez, faites un tour. Vous allez voir que ce que le chef de l'État dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des choses qui sont visibles dans nos hôpitaux. L'accompagnement, elle, est visible. Vous voyez. Faites un tour, vous allez voir que
C'est réel. Surtout dans les milieux les plus reculés, vous allez voir que ça se ressent plus qu'à Lomé. Pourquoi je dis ça? Parce que à Lomé, plusieurs personnes vont dans des cliniques. Plusieurs personnes ont choisi d'aller dans les cliniques. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les cliniques et que quelqu'un a vécu l'expérience des hôpitaux, disons, des CMS, des CHR et autres là, il vous dira que non, plutôt allez dans les hôpitaux officiels. Vous allez constater vous-même ce qui se passe. Donc c'est visible. Alors, Rabel, je vous retourne la même question, mais cette fois-ci en matière de cherté de vie. Cherté de vie, vous Parce savez... que, selon ce que le chef de l'État a dit, bien avant son discours, on a quand même constaté à travers des notes de certains ministères qu'il y a telle démarche qui est menée, telle démarche qui est menée. Mais est-ce que dans le panier de la ménagère, on sent que le gouvernement a discuté avec les grossistes et qu'il faut diminuer tant? Est-ce qu'on sent qu'il y a des contrôles qui se font et que les gens ne fixent pas les prix comme ils veulent? Bon, je sais quand même qu'il y a des services spécialisés dans le domaine de la régulation des prix. Et donc, je suis sûr que ces services sont donc sur le terrain, sont à pied d'eux quand même pour recadrer le secteur. Vous savez, le secteur commercial, c'est un secteur très compliqué à cerner parce que chacun va acheter donc des produits et veut quand même les revendre. Et ça, ce sont les paroles d'un commerçant. Hein. Non, je parle quand même de quelque chose de réel. Voilà. Et le gouvernement a mis quand même des mécanismes en place pour recadrer quand même les choses, pour fixer les prix et tout. Mais au-delà de ça, si le contrôle n'est pas permanent, bon, un commerçant qui trouve quand même une faille va faire glisser quand même les choses, va choisir quand même son prix à la tête quand même du client en face, vous voyez un peu. Et là, ça peut quand même créer des dommages, bien entendu, sur d'autres commerçants, les détaillants, les semi-détaillants, les semi-grossistes et tout ça là. Et ça va quand même agir sur le panier de la ménagère, comme vous le dites. Mais le service est à pied d'eux, je suis sûr, et c'est un service du département, c'est un département du ministère du Commerce qui le fait, et il débarque de temps en temps sur le terrain, dans les marchés, vous le voyez, dans les marchés, accompagné bien entendu des forces de sécurité qui font quand même des visites inopinées dans les magasins, dans les boutiques pour vérifier le prix. Il a été quand même demandé, exigé quand même aux commerçants d'afficher les prix des produits dans leur boutique. Vous voyez? Donc, il faut quand même que ces services-là soient fréquemment sur le terrain pour que tout soit quand même mis au clair. Parce que le chef de l'État ne peut pas, à l'orée quand même d'une nouvelle année, de son discours annuel, raconter des choses qui n'existent pas. Vous voyez, allez sur le terrain, vous verrez. Demandez aux bonnes femmes du marché, aux commerçants des marchés, voir s'ils ne sont pas de temps en temps bousculés, poussés et ramenés quand même à la raison par rapport au prix fixé. Bon, si aujourd'hui le service fait son tour, en tout cas fait un tour dans un marché, et peut-être c'est après une semaine qu'ils vont revenir. Et tout ce qui va se passer au bout de... Il y a déjà des magouilles qui vont se faire, qui vont s'opérer. Maintenant, il revient quand même à ce service-là de sévir quand il sera question de mettre la main sur ces commerçants véreux et tout. Parce que c'est le panier, c'est le dernier consommateur qui en souffre. Ça, il faut quand même avoir le courage de le dire. Et donc, je crois que sur le terrain, le travail se fait. Moi, je vous dis que j'ai eu quand même à rencontrer ces services-là dans les marchés. Je les ai suivis dans certains de leurs exercices et tout. Et ça voudra quand même dire tout simplement que c'est quelque chose qui est visible sur le terrain. Même si ça ne couvre pas tout le terrain, comme on pourra quand même l'imaginer, on pourra le souhaiter. Il faut quand même dire tout simplement que les services spéciaux sont là pour ce travail. Et ces personnes-là font leur travail. Le dernier point
Ce sont les promesses faites pour 2025, notamment en matière d'éducation, de démocratie et surtout sur le plan social. Abel, c'est bon? Je peux y aller avec la troisième vidéo. En 2025, j'attacherai une attention vigilante à ce que le plus grand nombre possible d'objectifs soient atteints. C'est le cas notamment en matière d'énergie et d'industrie. C'est le cas aussi dans le domaine social, où nous devons redoubler d'efforts pour la santé et l'éducation. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera donc efficacement à la préparation de l'avenir du pays. Eh bien, le chef de l'État, il a confirmé, le 25 février, on aura les élections sénatoriales. C'est le 25 ou le 15? C'est le 15, hein, le 15. C'était le 2, maintenant c'est Voilà. le 15. C'est le 15. Il l'a dit, le 15 février, on aura les élections sénatoriales. Donc, c'est confirmé. Rien à... Mais c'est confirmé. Et ça, quand même, le chef de l'État... Tout ce qu'il y a eu comme discours, perte de ressources, tout ça là, c'est que c'est effacé, il y aura les sénatoriales. Non, moi je voudrais quand même plus revenir sur ces déclarations selon lesquelles organiser des élections sénatoriales feront quand même dépenser le pays inutilement et tout. Et c'est pourquoi je ramène tous ceux qui font ces débats vers la constitution de notre pays et de toutes les constitutions que le Togo est connu. Vous voyez un peu. Et donc, je crois que si nous parlons des constitutions de je ne sais combien d'années, de 1900 ans, etc., jusqu'à la dernière constitution, la mise en place d'un Sénat a été toujours mentionnée dans la constitution togolaise. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne respecte pas ces textes. C'est parce que nous-mêmes, aujourd'hui, Togolais de tous bords, nous exigeons, nous parlons tous les jours du respect des textes de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à ce niveau-là, progressivement. Et c'est dans cette optique-là que les élections municipales ont eu lieu en 2019. Et aujourd'hui, nous jouissons quand même, d'une manière... 2025, non? Nous sommes en 2025. Il y aura quand même des élections municipales également en cette année, pour renouveler quand même les bureaux des conseils municipaux et tout. Donc, en 2019, les mêmes discours étaient quand même sur le tapis. On parlait du gaspillage d'argent. Aujourd'hui, chacun profite quand même d'une manière ou d'une autre de cette décentralisation, de la mise en place de ces conseils municipaux et tout. Voilà, en ville. Et aujourd'hui, l'acte de naissance est délivré à la seconde, vous voyez un peu. Et gratuitement d'ailleurs, vous voyez un peu. Et donc, aujourd'hui, pour légaliser son dossier, son document, c'est intenante, on vous le fait et tout. Mais ce sont les fruits de la décentralisation où on ne peut plus quitter Notin pour venir bien dans, bon, peut-être Tong, venir à Notin avant quand même de voir
un état civil qui est issu quand même de la préfecture et tout. Aujourd'hui, tout est là. Il faut le dire, et donc, je crois que lorsque nous parlons, on n'est plus obligé d'aller quand même à la grande mairie, en train de faire l'aller-retour, ou après faire l'aller-retour au niveau de la préfecture là-bas pour se faire légaliser un document à 500 000 francs, vous dépensez 3 000, 5 000 francs pour le faire. Donc, je semaines dans ma commune sans bouger. Sans bouger et faire chose. Non, mais ça, ce sont des retombées positives. Et là, il faut quand même le ressortir et dire que nous jouissons quand même des fruits de ces fruits-là. Il ne faut pas quand même être, bon, je sais pas. Il ne faut pas toujours être pessimiste. Pessimiste, ou bien, bon, c'est que nous voyons, mais je ne sais pas comment est-ce que les choses se passent dans la tête en tout cas de nous autres Togolais, et nous ne voyons pas clairement les choses. Là, déjà, on vient de donner quand même quelques exemples palpables qui chaque maison a bénéficié. C'est que chaque famille a bénéficié des fruits, des retombées de la mise en place du plan de décentralisation. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, les Sénats qui vont quand même être les sénateurs qui seront installés dans les prochains mois, je crois que ça va encore nous apporter beaucoup de choses positives. Vous voyez un peu. Maintenant, aujourd'hui, on crie encore, on parle de gaspillage, mais demain, c'est nous, on va revenir encore là-dessus pour dire, ok, d'accord, bravo, le gouvernement fait quand même un travail de ça et tout. Donc, je crois que nous allons suivre le train qui est quand même en marche, le train de développement. De train, là, ça me rappelle une élection là, où le ministre Bavara avait dit que le train a déjà quitté et qu'il sera à la gare, et de l'autre côté, les gens n'étaient pas d'accord. Et je crois que c'est un travail quand même que nous devons faire à tous les niveaux, leaders d'opinion que nous sommes, les responsables des associations, les leaders communautaires, les chefs, c'est que tout le monde doit faire, parce que ce travail-là, il faut quand même expliquer à la population ce qui se passe. Voilà. Vont jouer ces sénateurs. Et là, au début, les gens n'avaient pas compris le rôle que devaient jouer les maires. Mais aujourd'hui, ils se disaient qu'avec la délégation spéciale, c'est bon. Mais aujourd'hui, sur le terrain, quand ils ont vu le rôle que jouent ces institutions-là, ils se disent, ah, Dieu merci. C'est déjà bien. Donc, je crois qu'il faut déjà commencer par expliquer à la population le rôle que vont jouer ces personnes-là, Bernard, en matière d'éducation aussi, d'éducation plutôt. Le chef de l'État a promis des choses. Justement, vous savez, depuis quelques années, vous allez voir qu'au Togo, il y a une politique de l'éducation qui a été enclenchée par le chef d'État. Surtout avec le recrutement des enseignants, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de contrée, il n'y a pas de ville, de village où on n'a plus d'enseignants. Il suffit seulement de faire un tour, vous allez voir que même si on commence par créer, on ne vient pas construire des salles de classe, les enseignants sont déjà disponibles. Et parce que le problème d'enseignants volontaires est en train d'être résolu. Justement, pas des recrutements que le gouvernement essaie de faire périodiquement, et des formations des élèves enseignants, que aussi l'ENI, je crois, qui recrute, qui forme. L'ENES aussi, qui forme des enseignants pour pouvoir pallier à ce problème-là d'enseignants au Togo. Et aujourd'hui, je crois que dans la sous-région, quoi qu'on le dise, le Togo est tellement reconnu de former de bons élèves, il y a des élèves qui sortent du Togo. L'éducation togolaise est tellement reconnue dans la sous-région. Nous figurons même dans le top 10. Dans le top 10 il y avait un classement dernièrement. Justement. Oui, en matière d'éducation. Oui, UOMOA. Le Togo figure dans le top 10. Non, c'est des pays africains. Les pays africains. Oui, le Togo figure dans le top 10. Vous voyez, cela prouve que il y a beaucoup d'efforts qui se font et qui continuent d'être faits pour pouvoir permettre à nous, ou bien à nos enfants, de pouvoir avoir de bonnes éducations avec le recrutement des enseignants, la formation et de ces enseignants-là qui transmettent de bonnes choses à nos enfants. Si bien que dans la sous-région aujourd'hui, on remarque qu'il y a eu un ralentissement dans l'apprentissage, puisque les élèves n'arrivent plus à apprendre comme avant, mais
avec ces recrutements et la formation qui se donne sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Alors, c'est vrai que Abel s'est vite empressé de jouer au jeu, mais je reviens à ça. Si on vous dit d'analyser le discours du chef de l'État dans son entité, le discours qui faisait pratiquement 30 minutes. 30 minutes. Vous savez, si nous prenons d'analyser le discours. Si nous prenons le discours du chef de l'État, vous allez remarquer que le chef de l'État n'a pas livré juste un discours de nouvelle année, mais il a fait un bilan de l'année passée, les difficultés, les défis, les perspectives. Il a embrassé tout ce qui reste. Surtout, il s'est basé sur la feuille de route gouvernementale 2025. Ce qui reste à faire. Puisque vous savez que d'ici... Il nous reste que combien de mois là? Bon, 4 disons. mois. Hein. Nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier. En mai, on dit 2025. Non, c'est juste en décembre. En décembre. Nous sommes 2025. Nous sommes 2025. Donc d'ici la fin de l'année, ce qui reste à faire, le chef de l'État a touché du doigt. Il est conscient qu'il y a des choses qui manquent, qu'on doit compléter. Beaucoup de choses ont été déjà réalisées, mais ce qui manque, le chef de l'État l'a soulevé. Cela veut dire qu'il ne dort pas il pense à accomplir ce qui a été dit en 2020. Donc, prions pour la vie de la nation et que toutes ces choses puissent être réalisées pour le bien-être de nous Togolais. Merci. Alors, Abel, tu avais commencé. Je t'ai stoppé. Quand on te dit d'analyser le discours là, du chef de l'État en quelques secondes. Bon, comme je le disais tantôt, c'est un père quand même qui est au parfum de l'information et qui suit quand même de près tout ce qui se passe dans sa maison, dans son pays, bien entendu. Et comme le dirait quelqu'un, il est au courant de tout. Et donc, il est au courant de tout et il a fait quand même le tour de tout ce qui est fait et se projeter également dans l'avenir. Et dire tout simplement que oui, des efforts ont été faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Et donc, il n'a pas quand même oublié le fait qu'en 2020, ils ont quand même élaboré un document, le programme gouvernemental. Et donc, axé sur 5 années, et il y a quand même plusieurs programmes à développer dans ce projet-là de gouvernement. Et il est revenu là-dessus pour ne pas laisser quand même ce vide-là dans la tête des Togolais. On se dit, c'est oublié, c'est oublié. Non, puisqu'il suit à la lettre, parce que c'est un commandeur donc, qui est là et qui a quand même de ses alliés avec qui il travaille et il les envoie en mission. Ils doivent quand même revenir rendre compte et tout. Donc, il suit de près ce qui se fait. Par exemple, on sait que d'ici 2025, on doit construire au moins 10 000 salles de classe. Mais si déjà... Je pensais que tu allais dire les traversées, là. Les passerelles. Les passerelles, non, je parle quand même des salles de classe. Donc, il sait quand même le niveau que nous avons atteint aujourd'hui par rapport à ce projet. Bon, je donne un exemple parce que je n'ai pas le chiffre exact du nombre de classes à construire. Mais je sais qu'en 2024, par exemple, il y a eu au moins 2000 salles de classe qui ont été donc construites à travers le pays. C'est déjà énorme. Il y a eu quand même plusieurs, en tout cas plus de 4000 enseignants qui ont été donc intégrés en 2024, qui portent aujourd'hui le nombre des enseignants fonctionnaires aujourd'hui, les enseignants professionnels naturellement, à 15 000 enseignants de 2020 en 2024. Donc ça voudra dire que il y a encore, le chemin reste encore à parcourir, à faire, mais ce sont des avancées significatives, donc qu'il faut naturellement relever. Et il a fait. S'il ne suit pas quand même l'avancement des choses, comment est-ce qu'il pourra relever tout cela et le dire ouvertement donc à sa population? Sur le plan
de la santé, mon frère l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Je disais sur ce plateau, il y a de cela quelques semaines, que nos districts sanitaires aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient dans le passé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Hier, vous et nous, si nous allons donc au centre de santé que nous appelons CMS, dispensaire et tout, on était quand même contraint d'aller vers quelqu'un qu'on appelait major. Infirmier, major, tout ça. Ce sont des techniciens qu'on avait à l'époque qui nous traitaient, qui administraient donc les sessions aux patients. Aujourd'hui, il n'y a pas de ce centre de santé, c'est-à-dire ce que nous appelons le CMS, les districts sanitaires. Il n'y a pas de ce centre-là où on ne trouve pas un médecin. C'est-à-dire qu'il y a des médecins un peu partout. Oui. Des médecins bien formés. Et donc, là, maintenant, dans les CMS, vous faites vos analyses le matin, le soir, vous allez... Voilà. Et donc, c'est parce que nous avons des techniciens spécialisés. Nous avons des spécialistes, des médecins, au moins un médecin pour un centre de santé, autant pour moi. Donc, ça voudra dire qu'il y a des avancées. Maintenant, l'État, je l'a dit tout à l'heure, a doté quand même ces centres de santé de matériel, de pointe. Justement. Vous voyez un peu, de matériel médical de pointe. Ça voudra dire que on veut faire quand même de chaque commune, de chaque contrée, en tout cas, amener donc ces centres-là, ou bien ces communes-là, à être autonomes sur le plan sanitaire. C'est ce qui fait qu'il y a un directeur de la santé dans chaque région, dans chaque commune. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et c'est lui qui est le médecin en chef de la commune. Allez vers Sagbado à Segbe, il y a un médecin. Vous allez à Zanguera, il y a un médecin. Vous allez à Badou, il y a un médecin. Vous allez à Aneko, à Klapou, Vogan, partout, Koza, 1, 2, 3. Tout, c'est-à-dire qu'il y a des médecins un peu partout. Ça voudra dire tout simplement que... Il y a Koussountou, bien entendu. Koto 1, 2, 3 et 4. Il y a quand même des médecins dans chaque pays spécialisé. Maintenant, il faut quand même relever ça d'abord. Puisque on ne peut pas quitter le niveau que nous avons aujourd'hui, ou bien que nous avions, pour atteindre ce qui se fait en France, au Maroc, en Allemagne et en Italie. Non, c'est que on ne peut... En cas de magie. Alors que la magie n'existe, c'est comme la magie n'existe pas, on ne peut pas faire de la magie avec la gouvernance, avec les choses. Donc ça voudra dire que... Il faut gravir les échelons. Il faut gravir les échelons. Vous voyez un peu. Et sur le plan des transports, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des réductions sur des prix et tout. Les prix de produits pétroliers. La dernière fois, on l'a évoqué sur ce plateau, il y a eu quand même des réajustements sur ces prix-là. Quelques semaines après, les gens sur ce plateau, on disait clairement que le Togo, aujourd'hui, est un exemple en matière quand même de réduction, en tout cas sur ce point précisément, le Togo est en avance sur plusieurs pays. Le Bénin, la dernière fois, le 1er janvier de cette année, il y a eu augmentation. Mais bien avant cette augmentation, le Bénin et le Togo étaient au même niveau de prix. Le super sans plomb à la pompe au Bénin, ça faisait 680 comme au Togo. Mais le Bénin a encore augmenté. Aujourd'hui, le Bénin est à 695 francs. Personne n'en parle. On ne dit pas que... C'est le Bénin, c'est pas le Togo. Non, mais toujours que ça nous touche. C'est quand il dit, mais il faut quand même relever les avancées. Justement. Et faire quand même des comparaisons. Mais dans la rue, on vous dira, allez au Bénin voir ce qui se passe. Allez au Ghana voir ce qui se passe. Aujourd'hui, disons la vérité. Abel, je te rappelle que ceux qui ont l'habitude de dire ça ne connaissent pas Hila Kondi. Je sais, ça j'en suis conscient parce que moi voilà. Et donc, allez au Bénin pour voir. Donc aujourd'hui, voilà. À Plaou, non. Oui, il faut quand même se dire, parce qu'on ne va pas quand même, comme on le dit chez nous, on a émis aussi, on ne doit jamais son village, sa maison de la main gauche. Vous voyez un peu. Et donc, on dit, allez là-bas, il y a eu réduction, tout est moins cher, mais tout est cher là-bas, on ne le dit plus. On ne le dit plus. Voilà. Alors, c'est dommage. C'est la triste réalité. Bon, je me dis aussi que c'est le jeu politique, parce que souvent, ceux qui mettent ça dans la tête, nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Il faut tasser son adversaire de tel pour
gagner la confiance du peuple. On ne peut rien leur refuser. Il revient à la population de faire la part des choses Justement. et d'aller dans le bon sens. Le dernier sujet à débattre dans cette émission, c'est cet arrêté ministériel qui est rendu public le 20 décembre dernier, fixant les vitesses autorisées sur nos voies. Mais malheureusement, on dirait que les conducteurs font fi de cela, puisque les accidents se multiplient sur nos routes. Alors, Bernard, incivisme ou imprudence sur nos routes? Vous ne pouvez plus quitter votre maison et aller à un autre point B sans rencontrer un cas d'accident depuis un certain temps. On se disait que ce sont les effets de la fête. La fête, elle est passée, mais ça continue. Ça continue, justement. Vous savez, quand vous quittez la maison le matin, la prière de tout un chacun, c'est de revenir sain et sauf. Mais nos comportements, nos agissements sur la route nous conduisent à des accidents. Il y a certaines personnes qui, même s'ils ont fait l'auto-école, ils ont appris à conduire, ils ont leur permis, tout. Il y a quelque chose que nous tous nous ignorons, c'est que la personne qui arrive, il faut une conduite défensive. La conduite. C'est quoi la conduite défensive? Voilà, c'est quoi la conduite défensive vraiment? La conduite défensive, c'est que moi qui suis sur la route, sur ma moto ou bien dans ma voiture, il faut que je sois tellement éveillé et dire dans ma tête que l'autre peut être un sujet d'accident. Donc, je reste sur ma défensive. La vitesse, il faut que je règle bien ma vitesse, comment rouler. Et être tellement éveillé, suivre la route, pour que l'autre, là, s'il arrive, s'il commet quelques erreurs, que moi, je ne rentre pas dedans. Il faut une conduite défensive. C'est ce que nous ignorons. Ça, c'est la prudence. La prudence. C'est ce que nous ignorons. Puisque, quand nous allons dans nos auto-écoles et autres, il y a certaines choses qu'on ne peut pas nous enseigner. On ne peut pas te dire d'être très, très, très prudent, mais nous-mêmes, nous devons nous faire des lois. Vous voyez, il faut avoir l'esprit que l'autre peut te causer, peut t'amener à faire des accidents. Donc, comment est-ce que je peux rouler? Et maintenant, ceux qui roulent à vive allure. Voilà, ceux qui roulent à vive allure. Parce que la majorité des accidents sont causés par ça. Et puis, il y a ce qu'ils disent là, je suis sur ma voie. Tu ne roules pas selon le code. Voilà, si tu es sur ta voie, ça revient encore à la conduite défensive. Vous voyez, à la prudence. Même si tu es sur ta voie, sois prudent. Sois prudent. Cette histoire de code là, non, moi je roule selon le code. Oui, je roule selon le code, mais il faut savoir que l'autre qui ne maîtrise pas le code peut être... tout le monde est censé maîtriser le code avant de en temps normal. Mais il y a certaines personnes qui maîtrisent bien le code, mais sur la route, ne respectent pas le code. Alors donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une conduite défensive, il faut être prudent. Vous savez, la vitesse qu'il faut en agglomération est différente de la vitesse qu'il faut ailleurs. Oui, l'arrêté l'a mentionné. Et même, je crois que dans l'arrêté, celui qui a son permis pendant 6 mois, 1 an, a sa vitesse. Ah oui. Puisqu'il y a l'expérience aussi qui joue. Il y a l'expérience qui joue. Aujourd'hui, on roule comme si nous roulons dans nos salons. Les gens ne respectent plus le code de la route. Les gens ne respectent plus le code de la route. Il y a certaines personnes, surtout, bon, excusez-moi de le dire, les tricycles. Les tricycles. Ça, c'est un autre problème. Les tricycles qui se prennent comme... Ce sont de véritables casse-têtes. Justement. Ils prennent la place des... Je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils vont se dire qu'ils sont... C'est 3 pieds, mais c'est comme s'ils roulent dans leur voiture. 4x4. Même dans votre voiture, il y a des choses qui ne sont pas... Justement, qui ne sont pas permis. Et nos vies, toi-même qui conduis, ta vie, ta famille, est-ce que tu penses à tes enfants à la maison? Il faut que nous prenions conscience de notre vie et dire que c'est nous qui allons et revenons et nos familles
arrive à manger. Donc, si je reste sur place, est-ce que ça peut aller? Alors, on prenons parle conscience. Prise de conscience Justement, sur nos voies. Et alors, la conduite défensive, très très important. Abel, même question, c'est l'incivisme ou l'imprudence sur nos voies. On ne cessera jamais de le dire. Vous avez vu 2 cas aujourd'hui en Afrique. Oui, en venant, moi j'ai quitté Sabado pour arriver ici à Goé, Demakoué. Je dirais simplement que c'est une ligne droite, hein, si je peux le dire ainsi, de Sabado tout droit jusqu'à... Sur la ligne, de détour. Voilà, pas de détour. Sur la ligne, là, j'ai vu 2 cas d'accident. Et le premier cas, c'est au niveau du carrefour Y à l'entrée de Limousine. Une dame est par terre là. Et j'arrivais quand même à ce niveau au même moment que le gyrophare de la sirène des secours arrivait. Donc, je veux dire que c'est un cas de blessé un peu grave. Et on a dû faire appel aux sapeurs-pompiers qui sont venus quand même chercher les blessés. Je veux dire tout simplement que là encore, soit c'est de l'imprudence, soit c'est de l'incivisme et tout. Donc, oui, est-ce que quelque chose s'est passé et la dame est blessée, est-ce qu'elle est seule? Parce que moi, j'étais déjà en retard, je n'ai pas quand même eu le temps d'aller enquêter, vérifier, voilà, investiguer sur ce qui s'est passé réellement. Mais il y a quand même une dame là-bas et les agents de la police étaient à leur chevet là en attendant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Ça veut dire tout simplement qu'à ce niveau également, il y a problème. Ce n'est pas que les périodes de fête qui sont des périodes dangereuses en circulation. Je l'ai toujours dit sur le plateau quand il est question quand même de parler de ce sujet de code de la route, etc., en lien avec les périodes de fête. Je dis, mais c'est pas du tout ça. Maintenant, j'ai quitté donc Limousine, arrivé au pied donc des lions qui sont à côté là. Au pied de quoi? Pied des lions. Ce n'est plus au pied de la croix, c'est au pied des lions. Au pied des lions, à Goué de Lyon, Carrefour de Lyon. Là-bas encore, là, c'est la circulation est un peu bloquée. Il se passe quoi après les feux? Tout est au ralenti et arrivé ces 2 motos qui sont donc couchées par terre. Donc, ça voudra dire encore que... Les propriétaires eux-mêmes sont... Je ne les sais pas. Mais la moto était couchée. La moto était couchée quand même à côté et encore avec l'assistance des agents de police qui sont là-bas. Il y a souvent les DSR là. Voilà. Oui, mais les DSR n'étaient pas visibles. C'est les policiers de la BM, je crois bien, qui étaient quand même à leur chevet. Je voudrais dire que on va quand même, on va le dire tous les jours, mais il nous revient à nous, individus, de savoir que c'est notre vie qui est en jeu. Et beaucoup plus les motards, c'est que les motos. Les accidents, dans les 2 accidents que je viens d'énumérer sont causés par des motos. La dame couchée au niveau du carrefour Y, c'était quand même un accident de moto. Et ici, c'est 2 motos qui sont couchées par terre. Ça voudra dire que il faut quand même qu'on se dise que si nous sommes sur nos motos, nos voitures, et que tout ce que nous empruntons dans la circulation, il faut être prudent. Il faut être prudent et respecter les règles. Maintenant, si nous ne voulons pas respecter les règles, c'est pourquoi il y a les forces de l'ordre. Parce que nous voulons causer du désordre. On veut créer du désordre dans la circulation. Ok, maintenant les forces de l'ordre sont là pourquoi? Pour régulariser donc la circulation, pour mettre de l'ordre dans le désordre que nous voulons créer. Donc je crois que, j'ai dit la dernière fois, il faut quand même que les agents de sécurité quittent les carrefours et qu'ils se détachent un peu des carrefours. Parce qu'au carrefour, il n'y a pas tellement d'incidents. Mais tout se passe dans la rue. C'est que dans les grandes voies comme ça, vous pouvez couper au beau milieu de la voie pour voir comment les gens filent. Les gens ne filent pas au carrefour. Arrivé au carrefour, tout le monde au ralenti. Quelques individus qui passent, mais c'est pas quand même
beaucoup plus visible hein, au Carrefour. Donc, j'exhorte quand même les agents de sécurité, le ministère de la Sécurité, de revoir le dispositif là, des agents de sécurité qui sont beaucoup plus concentrés dans nos carrefours, alors que tout ce qui se passe là, c'est dans la... Surtout dans les ruelles. Voilà, surtout dans les ruelles aussi. Voilà. Merci à vous, Abel Zendoudi. Bernard, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. J'espère compter sur ta disponibilité les prochaines fois, parce que c'est pas facile de t'avoir. Hein. Merci pour l'invitation. Quand on veut trop manger, là, à la fin, on n'est plus disponible. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 9h. Au revoir.